Chapitre 13. Lorsqu'ils s'éveillèrent, l'immense prairie avait cédé la place à un paysage vallonné, parsemé de bosquets de feuillus et couvert de champs cultivés, où travaillaient de nombreux paysans. De grosses fermes fortifiées se dressaient au milieu des cultures. La charrette peinait en gravissant la piste qui montait régulièrement jusqu'à un col, au sommet duquel était bâtie une tour de guet. Sous les encouragements de leur maître, Sac à Puce et Grand Gosier courbaient l'échine. Quand ils parvinrent sur la crête, Alvor apparut. C'était une immense cité ceinte de remparts crénelés, au centre de laquelle était érigé un puissant château. Une multitude de tentes colorées étaient montées à l'extérieur des murs. Woubou dut percevoir l'étonnement de ses passagers, car il expliqua. C'est la foire annuelle, les pios. Y a moins de monde que d'habitude, vu que la période n'est pas à la joie ni au commerce. Mais faut voir qu'elle reste impressionnante. C'est là que je dois vendre mes graines, et c'est là que nous nous quitterons. De toute façon, y a des foutus gardes pas commodes, qui me laisseraient pas entrer en ville avec ma charrette et mes 2 canassons. Camille, qui s'était perchée sur le banc à côté de lui, s'ouvrit. Vous nous avez déjà bien aidés. Nous nous débrouillerons pour la suite. La charrette descendit lentement vers la ville. On se croirait revenu au Moyen-Âge, souffla Salim à l'oreille de son ami, en montrant les murailles et les tours. Tout est en pierre, il n'y a pas un seul morceau de béton ou une longueur de fil électrique, même pas une misérable antenne parabolique. La route était désormais encombrée par des attelages, des cavaliers et une multitude de piétons. Bientôt, les chevaux de Woubou avancèrent au pas. Il leur fallut plus d'1 quart d'heure pour parvenir aux premières tentes. Camille piaffait d'impatience. « Wouhou !» finit-elle par dire. « Si ça ne vous dérange pas, nous allons continuer à pied. J'ai hâte de retrouver mon oncle et je crois que nous irons plus vite si nous vous faisons compagnie. » C'est tout bon, les pios, acquiesça le marchand de graines. Vous êtes pratiquement arrivés maintenant. Bonne chance. Les 2 amis le remercièrent chaleureusement et sautèrent sur le bas-côté. Aussitôt, ils furent bousculés, entraînés par la foule et Salim dut se cramponner à Camille pour ne pas la perdre. « Hé, ma vieille !» cria-t-il. « Ne me quitte pas. Le coin est sympa, mais sans toi, je me sentirais un peu trop perdu à mon goût. » Camille sourit et, sans répondre, tendit le bras. Salim s'empourpra, puis, après une brève hésitation, il attrapa la main que son ami lui proposait. Leur regard était sans cesse attiré par les étalages et les merveilles qu'il présentait. Les étoffes étaient soyeuses et colorées, certaines magnifiquement brodées, d'autres semblant dégager une lumière propre tant elles resplendissaient. Les odeurs qui montaient des étals de nourriture leur mettaient l'eau à la bouche, et ils ne parvenaient pas, la plupart du temps, à découvrir la nature des aliments proposés. Mais leur estomac était au supplice. Salim soupira lorsque Camille l'arracha la contemplation de morceaux de viande rôtis enroulés dans des feuilles dorées, nappées d'une sauce odorante. « Ne rêve pas, lui conseilla-t-elle gentiment. Nous ne pouvons rien acheter. » La transaction s'effectua à l'aide de pièces de monnaie de forme triangulaire, percées d'un trou en étoile. La plupart des commerçants et des acheteurs les rangeaient dans des bourses de cuir pendues à leur cou ou à leur ceinture. Aucun signe de billet ou d'un quelconque autre moyen de paiement. Camille s'arrêta un moment devant une table pour admirer une collection de pierres ciselées. Il y avait là des gemmes précieuses, mais aussi des miniatures sculptées avec une minutie extraordinaire dans des minéraux inconnus. Elle caressa du bout des doigts la pierre fiche dans sa poche. Rien devant elle ne lui ressemblait. Plus loin, des étalages proposaient une profusion de vieux grimoires reliés de cuir, de bois ou de marbre. Mais les plus surprenants présentaient des animaux vivants. Ils s'émerveillèrent ainsi devant une volière bruyante et colorée avant de s'attarder face à une série de cages, suspendues à la hauteur des yeux. Des animaux gros comme des chats, couverts d'une fourrure bleutée, s'y tenaient debout, agrippant les barreaux de leurs mains minuscules curieusement semblables à celles des hommes. À côté, un commerçant, un gros lézard vert sur l'épaule, hélait les passants. « Gober d'ombreuse ! Pour en finir avec les mouches, tsezena et autres guêpes, Gober d'ombreuse !» Comme pour l'aider dans son travail, le lézard ouvrit tout à coup la gueule. Une langue démesurément longue en jaillit et s'enroula autour d'un insecte qui voltait à proximité. En un éclair, le gobeur amena sa proie et l'avala placidement. Les gens s'interpellaient, criaient, marchandaient et se bousculaient. « Marchambre, marchambre !» Le cri avait fusé, dominant le brouhaha. Il fut repris, étalage après étalage, par les vendeurs dont le visage s'était assombri. Camille et Salim, stupéfaits, les virent scruter la foule avec suspicion. Tout près d'eux, un commerçant jeta une étoffe sur ses miniatures en bois. Le comportement des passants aussi avait changé. Ils étaient soucieux et beaucoup portèrent leurs mains à leur ceinture ou à leur cou pour vérifier la présence de leur bourse. Camille s'apprêtait à demander des explications lorsque Salim lui serra la main. « Regarde !» murmura-t-il. « C'est extraordinaire !» Camille suivit son regard sans rien remarquer. « Tu as vu ?» demanda le garçon. « Il est fantastique !»
Son ami écarquilla les yeux en signe d'incompréhension. Salim, surexcité, tendit le doigt. Un homme d'apparence banale passait d'étal en étal, n'accordant aux marchandises qu'un bref coup d'œil avant de continuer son chemin. Un flâneur parmi des centaines d'autres. « Marchombre !» hurla soudain un marchand de bijoux. Le commerçant, catastrophé, contemplait l'emplacement qui avait été occupé par une bague magnifique, maintenant volatilisée. « C'est lui !» souffla Salim en montrant du menton le badaud qu'il venait de désigner à Camille. Ils lui emboîtèrent le pas. « Encore !» s'exclama Salim. « Je ne sais pas comment il fait !» Camille fronça les sourcils et fixa l'homme au risque de percuter quelqu'un. Quelques mètres plus loin, Salim lui serra à nouveau la main, mais, cette fois-ci, elle était attentive et vit toute l'action. Le geste avait été si rapide, si fluide, qu'il était indécelable pour quiconque n'avait pas son attention focalisée sur lui. La main de l'homme fusa dans un mouvement souple, presque reptilien. Ses doigts se refermèrent sur une effigie de bois sombre qui, en une infime fraction de seconde, disparut dans sa manche. Comme alerté par un sixième sens, l'homme se retourna, il détailla les deux amis et porta son index dressé devant sa bouche en leur adressant un clin d'œil. Puis il ne fut plus là. Camille écarquilla les yeux. Il avait tout simplement disparu. « Marchombre !» s'époumonna le propriétaire de la statuette. Salim fit une moue admirative. « Si un marchombre est quelqu'un d'aussi doué que cet inconnu, glissa-t-il à l'oreille de Camille, alors je connais mon futur métier. »« Mais il a disparu !» objecta-t-elle. « Mais non !» la coupa Salim. « Viens voir !» Il entraîna son ami jusqu'au stand où le marchand pleurait son bien volé. « Regarde !» Entre deux étalages, un pan de tissu avait été fendu sur toute sa hauteur. Je n'ai jamais vu personne se déplacer aussi vite et avec autant de précision, s'exclama-t-il. Il s'est glissé dans l'ouverture en moins de temps qu'il ne te faut pour boire un verre de whisky. Jolie comparaison, non ? Camille soupira. Eh bien, monsieur le futur marchand, il va te falloir travailler. Surtout si tu veux que ton esprit soit aussi fin que tes gestes.